Cette fois, c'est voté. Après 4 ans de débat, 3 passages du texte à l'Assemblée, la France est devenue hier le 12e pays à légaliser l'aide à mourir pour les malades en fin de vie. Le bon équilibre a-t-il été trouvé entre liberté de choisir et protection des plus vulnérables? Les critères sont-ils assez clairs? Et comment ce nouveau droit va-t-il s'appliquer? C'est l'objet d'un grand entretien ce matin avec Jean-François Delfrécy. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation des matins d'été, professeur de médecine spécialisé en immunologie et président du comité consultatif national d'éthique. J'appelle maintenant, conformément au troisième alinéa de l'article 114 du règlement, la proposition de loi dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Je vais la mettre aux voix. Il s'agit d'un scrutin public. Je vous remercie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 561, exprimé 532, majorité 267, pour 291, contre 241. L'Assemblée nationale a adopté. 291 députés pour, 241 contre. Vous vous êtes dit quoi hier en entendant ça, Jean-François Delfrécy? Non, pour moi, c'est une forme d'apaisement, de sérénité après tout ce travail et cette réflexion sur ce sujet ô combien difficile. Et puis aussi parce qu'il y a à la fois le fond du sujet, la fin de vie, l'aide active à mourir, et il y a ce qui m'intéresse aussi, c'est le processus, comment on est arrivé là. C'est-à-dire cette méthode, entre guillemets, qu'on regardera un jour, de démocratie en santé qui permet d'avoir une réflexion, d'avoir ensuite une convention citoyenne et ensuite une discussion au niveau du Hmm. Parlement. On évoquera longuement tout ce processus démocratique, mais je reste juste un instant sur le moment. Parmi tous ceux qui sont morts sans pouvoir en bénéficier, tous ceux qui se sont battus pour ce droit, ceux que vous avez, les malades que vous avez accompagnés, les malades du sida notamment, et les malades aujourd'hui qui espèrent pouvoir en bénéficier le moment venu. Je peux vous demander, je ne sais pas, à qui vous avez pensé? Non, j'ai pensé à cette période, en effet, de cette période du sida, hein, qui a forgé un peu ma vie de médecin et ma réflexion aussi sur la fin de vie. Cette période très difficile, la période noire, qu'on a eue entre 90 et 95, avant l'arrivée des trithérapies, et où je voyais une série de jeunes où on savait diagnostiquer mais pas traiter, et où on s'est retrouvé seul, et je me suis, voilà, avec toute l'équipe, on avait énormément de décès chaque mois, et donc c'est à partir de là qu'a commencé la réflexion sur, finalement, quelle est la position du médecin par rapport aux patients, et en particulier sur ce sujet extrêmement difficile, de la fin de vie. Ouais, et cette aide à mourir, dans cette période-là très, très, très difficile, elle vous a été formulée? Bien sûr qu'elle m'a été formulée. Vous savez, c'est une période, Souvent? Enfin, c'était quelque chose qui je était suis un vieux monsieur, donc c'est une période que les gens ont oubliée, mais il y avait pratiquement pas de soins non, palliatifs. non, Les mais je me soins souviens bien, palliatifs en France ont démarré suffisamment, à partir de ouais. cette période-là, parce qu'on a commencé à faire un peu bouger les choses, et voilà, on avait essayé de réfléchir, de demander au Conseil de l'ordre un certain nombre de conseils, puis finalement, c'est le groupe lui-même, au niveau hospitalier, et puis de mes collègues dans les autres hôpitaux, qu'on a construit, et on a pris un certain nombre de décisions qui étaient les bonnes ou pas les bonnes, je ne sais pas. Mais de toute façon, voilà, c'est ce qui a poussé à la réflexion, mais c'est une période révolue, hein. Il faut bien le Mmh. voir, peut-être à tort, j'en sais rien. La loi est rentrée ensuite, dans l'application, entre guillemets, avec, les lois successives, la loi Leonetti, la loi Claes-Leonetti, et maintenant les jeunes médecins, je vois bien sur des différents hôpitaux, disent: «Écoutez, vous nous avez fait rentrer dans la loi, la génération précédente des médecins, et maintenant, voilà, on attend de ce que sera la nouvelle loi». Vous voulez dire que les jeunes médecins, eux, avancent, enfin le changement de génération Voilà. fait avancer le sujet. Il y a des noms qui viennent forcément ce matin, Vincent Imbert, 19 ans, qui sort tétraplégique d'un accident de voiture, qui supplie Jacques Chirac. Ce matin, il y a Charles Bietri qui écrit sur X: «Les députés ont changé le cours de ma mort». Et on va écouter Anne Bert, qui elle était atteinte de la maladie de Charcot, qui quelques semaines avant d'aller se faire euthanasier en Belgique, en 2017, avait publié son témoignage chez Fayard le tout dernier été et répondait aux questions de France Inter. En fait, je pense je pense la fin de vie. Il y a très longtemps que j'y pensais parce que j'ai toujours écrit,
Enfin, je voudrais que le lecteur s'empare de ce livre pour finalement briser le tabou qu'on a tous de notre propre mort, de notre propre fin de vie. Ça ne fait pas du tout, mourir que d'y penser. On n'est pas forcé d'y penser avec une tête d'enterrement. On n'est pas obligé d'y penser en pleurant. Je trouve que ça aide à vivre. Le droit que je défends à choisir sa propre mort exige un devoir, parce que comme tous les droits, quand on a un droit, on a en face le devoir. Et en fait, on a le propre devoir, on a le devoir de penser notre propre mort. Devoir de penser sa propre mort, c'est des mots que vous reprenez aussi? Oui, ou on peut l'exprimer aussi de façon différente. Est-ce que notre mort nous appartient, hein? Dans un contexte qui a beaucoup changé, on doit rappeler qu'en France, actuellement, pratiquement 75%, 80% des décès survient dans un milieu médicalisé, hein, ou plus ou moins médicalisé, mais médicalisé. C'est-à-dire on a quitté cette relation qu'il y avait de la fin de vie et de la mort dans un milieu familial, hein, qui existait encore en province il y a une trentaine d'années. Donc c'est dans ce monde qui a profondément changé, il faut trouver une forme d'équilibre entre ce changement de société, garder évidemment des grandes valeurs éthiques que sont l'autonomie, la liberté individuelle et donc la liberté de choisir finalement sa propre mort, mais aussi cette grande valeur éthique qui est la solidarité, et la solidarité vis-à-vis des plus fragiles, et c'est un moment de fragilité. Donc la ligne de crête pour aborder cette question très difficile, elle est fragile. Et bon, je pense, voilà, que très honnêtement, que ce temps qui a été passé, ces 4 ans, où je comprends que les citoyens trouvent que c'est très long, mais c'est aussi un processus de notre démocratie. Et je pense que ce temps a permis, voilà, d'ajuster à quelque chose qui n'est pas parfait, mais qui est en tout cas une étape, entre guillemets, importante dans cette réflexion sur la fin de vie. Alors on va rentrer effectivement dans les détails, puisque c'est ça qui est important et tout ce processus législatif amène à ça. Il faut bien comprendre aussi quand même que la loi va pas s'appliquer tout de suite, Non, elle ne va pas s'appliquer tout de suite. parce Vous qu'il savez, après reste une des loi, il y a étapes, des oui. décrets d'application. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Ils vont être là pour préciser quoi, les décrets d'application? les modalités exactes par rapport à l'ensemble de ce qui a été décliné dans la loi, mais qui sont des grands principes. Et ensuite, comment ces principes, on les met en réalité pour un patient donné, dans un établissement donné, avec une équipe de soignants donnés, etc. Voilà, c'est classique. Enfin, ça n'a rien de particulier vis-à-vis de cette loi. Et C'est ces i décrets d'application vont prendre un peu de temps. On peut espérer qu'ils Mais soient. ils peuvent modifier assez sensiblement. Je veux dire, Il vous faut les restez regarder un peu sur vos gardes quand même? il faut les regarder avec attention parce que, comme d'habitude, hein, le diable est dans les détails et donc ils ne peuvent pas profondément modifier la loi. La loi est là, mais ils peuvent en changer les modalités, donc il faudra les regarder avec attention. Donc ils vont prendre un peu de temps, moi je pense plusieurs mois, et cette loi sera, je pense, elle va être active à partir, mettons, de la mi-2027. Avant la présidentielle, Je ne sais pas. L'enjeu, vous savez, il y a un enjeu politique autour de cette loi très qui, clairement. qui est clair, hein. Et moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter et selon quelle modalité on peut l'apporter à nos citoyens. Il y a pas d'importance pour vous de consolider ce texte avant une éventuelle alternance? Si, Qui pourrait très la remettre en clairement, question? si, je pense, si, Donc bien sûr. avant l'élection Si, présidentielle. très clairement, et je pense que ça sera fait, évidemment. Après, et je pense que ça sera fait, y compris au niveau des décrets d'application. Et ça m'apparaît très important dans ce contexte politique français. Et avec le Mais passage du l'essentiel n'est pas là. Il faut bien sûr y penser, mais l'essentiel est de ne pas se tromper et de présenter à nos citoyens réellement ce qui est apporté, entre guillemets, par cette loi, ce qui n'est pas apporté non plus, et d'en trouver des modalités qui permettent d'avoir une soutenabilité de ce qu'apporte cette loi. et on évoquera, on y reviendra, mais le Conseil constitutionnel a aussi, va avoir un mois pour se prononcer sur les saisines et du Premier ministre et du président du Sénat, Gérard Larcher. Dans la formulation finale de ce texte et dans ses dispositions, est-ce que vous êtes à l'aise avec tout, Jean-François Delfraissy? On rappelle les 5 conditions cumulatives, hein. Oui, alors moi je suis... Alors je les rappelle, il Oui, faut être majeur, il faut être français,
ou résident stable et régulier en France, souffrir d'une affection grave et incurable avec pronostic vital en phase avancée ou terminale. Il y a la souffrance physique ou psychologique insupportable et le fait d'être réfractaire au traitement, le tout en étant capable de manifester une volonté, libre et éclairée. Vous êtes à l'aise avec notamment cette notion la plus discutée qui a été celle de la phase avancée, le pronostic vital de phase avancée. Qu'est-ce qu'un pronostic vital en phase avancée? Écoutez, je ne sais pas et c'est là toute la difficulté. C'est-à-dire, je ne sais pas, bien sûr que je sais aussi en tant que médecin, mais les mots sont, il fallait bien le mettre dans la loi. Le Comité consultatif national d'éthique est à l'origine finalement de la pensée et de la discussion qui a eu sur cette loi autour de fin de vie, avait évoqué le mot de pronostic vital à moyen terme. Et le mot de moyen terme n'a pas été retenu en disant qu'est-ce que ça veut dire le moyen terme, vous parlez de quoi? Ce qu'ont trouvé finalement les députés est un peu plus explicite, mais il reste compliqué. Un médecin finalement devant un patient, même en phase terminale, vous ne savez pas exactement à quelques jours près, voire même à quelques semaines près, ce qui va être son pronostic. Cela dit, je pense que c'est suffisamment clair. On est en train de parler de patients qui ont une pathologie qui est mortelle à moyen terme ou dans ce stade-là, et qui a un pronostic, voilà, que le traitement actuel ne pourra pas changer. Donc oui, à mes yeux, c'est assez clair. Donc je suis assez à l'aise finalement avec à la fois le flou qui reste, qui demeure, mais qui reste du domaine de la pensée médicale, entre guillemets, et de cette relation très particulière qu'il y a entre le patient et son médecin, et puis qui tient compte, voilà, des évolutions de ce qu'apporte la médecine ou de ce qu'elle ne peut plus apporter. Mmh. Oui, donc je suis assez à l'aise avec l'intitulé. Avec le petit risque de différence d'approche, mais bon, c'est le principe de la médecine, que vous assumez aussi. La Haute Autorité de Santé, convient que ça va nécessiter une appréciation d'un médecin et donc des approches peut-être un peu différentes Oui, c'est d'un c'est cas à plus que l'autre. l'appréciation d'un médecin, et ça, c'est un des deuxièmes points, c'est l'appréciation d'un groupe. Alors bien sûr, Et c'est ça d'un qui est collectif, fondamental. Ce oui. n'est pas entre les mains d'un médecin, hein. C'est Il y a d'ailleurs un décisionnaire quand c'est même. d'ailleurs Il réunit, oui, c'est c'est d'ailleurs ça. la médecine actuelle où de plus en plus on travaille avec finalement un petit groupe de spécialistes qui prend une décision sur une pathologie grave, et non plus. On reste dans ce dialogue médecin-patient au niveau individuel et qui est fondamental. Mais d'un point de vue plus technique, la décision est prise par un groupe. Et donc là, c'est la même chose. Et ce n'est pas uniquement médical, puisque vous avez vu qu'il y a aussi également, on fait appel à un psychologue, on fait appel à un médecin qui n'est pas directement impliqué dans la prise en charge. Et je trouve ça très, très bien. Donc on essaie. La loi n'est pas parfaite. Quand on me dit il y aura éventuellement des bavures, etc. Oui, je pense qu'il y en aura quelques-unes, hein. Parce que c'est dans un sujet Qu'est-ce que aussi, c'est vous aussi vous pensez à difficile, quoi quand aussi on dit intime. bavure? Non, on peut imaginer par exemple que, il y a une appréciation qui se fasse dans des conditions qui soient pas suffisantes, où le médecin initial qui suivait le patient se soit trompé sur le pronostic. Par exemple, ça peut arriver, mais inversement, le fait d'avoir un groupe avec lui va permettre de «rétablir» entre guillemets, la pensée et le fait que, en effet, ce patient est véritablement en phase terminale. C'est ça, Voilà. Jean-François Delfeissy, personne ne va «s'amuser» entre guillemets à aller, à avancer vers un suicide assisté, si il ou elle n'est pas tout au bout du chemin quand même. Non, mais bien sûr que Parce que non. non, mais quand vous C'est dites dérapage, c'est voilà, ça peut être entendu comme tel. Non, je le pense. Non, alors il faut pas que ça soit entendu du tout Oui, oui, comme tel. Je veux dire par là qu'on est avec quelque chose qui est terriblement intime, difficile au niveau médical, où on rappelle que ce n'est en rien une obligation, hein. Il faut le redire que c'est une possibilité qui est offerte à un petit nombre de patients qui sont clairement assez bien définis dans la loi, hein. C'est-à-dire, et avec, par exemple, une exclusion des mineurs, une exclusion des patients qui demanderaient ça uniquement pour une atteinte psychologique et sans grande pathologie médicale derrière. Bon. Donc la loi est beaucoup plus restrictive, entre guillemets,
telle qu'elle est dans ce modèle français autour de l'aide active à mourir, qu'elle ne l'est dans d'autres pays autour de nous. Hein. Et je pense que c'est une très bonne chose d'avoir mis un certain nombre de restrictions autour de cette possibilité. Donc voilà. Après, il va y avoir un début. Les équipes vont se former. Je rappelle que cette loi ne peut pas être faite contre les soignants, il faut qu'elle soit faite avec les soignants, ce qui est d'ailleurs le cas. C'est-à-dire qu'on a les soignants des soins palliatifs qui, en gros, sont à peu près en ce moment à 60%, très en recul vis-à-vis de cette loi, mais on a de l'autre côté l'ensemble des équipes médicales, les réanimateurs, les spécialistes de cancéro, les spécialistes des urgences, qui sont pour l'arrivée de cette loi. Et donc, il va y avoir une phase d'installation du processus qui va prendre quelques semaines et un peu de temps au début, une fois que les décrets d'application seront passés. Voilà, et c'est là où il faut faire attention de ne pas se tromper. Il y a une autre restriction qui est mal comprise sans doute par beaucoup. C'est le texte exclut les personnes qui ne peuvent plus exprimer eux-mêmes une volonté libre et éclairée, et les directives anticipées n'y changeront rien. La personne peut avoir souhaité au début de sa maladie bénéficier de ce droit à l'aide à mourir, et je pense notamment aux malades d'Alzheimer et toutes les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Pourquoi avoir fait ce choix? Ce sont des patients à qui la loi ne propose rien. Oui, c'est exact. Il y a eu toute une discussion. Nous l'avions eu d'ailleurs au niveau du Comité national d'éthique avant la sortie de notre avis. Je pense que c'est nécessaire. Sur une décision aussi lourde, aussi intime, aussi fragile, il faut vraiment qu'il y ait un patient conscient qui puisse s'exprimer complètement sur ce désir qu'il a d'aide active à mourir. Ce qui pourrait être confié à une personne de confiance, ce qui aurait pu être écrit à l'époque où il était capable d'écrire. Évidemment, ce sont des points qui sont à retenir, mais à nos yeux, et je pense aux yeux du législateur également, qui nous a suivis d'ailleurs là-dedans, sur ce point, il faut véritablement que le consentement et la demande soient faits par quelqu'un qui a pleinement conscience de ce qu'il est en train de demander. Au tout dernier instant. Au tout dernier C'est instant. la différence, par exemple, avec ce qui se pratique en Belgique. Oui, c'est la différence. Que je entre... sache, on n'a pas pour autant des dérives, c'est-à-dire on a des patients qui, quelque temps avant de perdre connaissance ou d'être en mesure, enfin quand ils étaient encore en mesure de s'exprimer, ont formulé ces demandes-là très clairement. Au nom de quoi on leur refuse, une fois qu'on a tous vu des personnes qui sont en train de partir, qui souffrent, Moi, je mais pense qui ne peuvent plus le dire. il faut, vis-à-vis de cette loi et de ce qui est proposé, il faut beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, c'est-à-dire cette loi a probablement ses limites. Certains diront qu'elle va trop loin, d'autres diront qu'elle ne va pas assez loin. Donc elle se situe sur une ligne de crête difficile à trouver. Mais cette idée même que la personne soit pleinement consciente pour demander quelque chose qui est quand même très particulier, hein, d'une aide active à mourir. En tout cas, moi, en tant que réflexion, je dirais, première réflexion du Comité national d'éthique, c'est ce que nous avions évoqué en évoquant qu'il y avait un certain nombre de conditions éthiques, et en particulier autour du consentement, qui devraient être respectées si le législateur allait vers cette proposition de loi. Il y a encore parmi les points qui peuvent encore un tout petit peu bouger, peut-être au Conseil constitutionnel ou dans les décrets d'application, il y a ce débat sur le délai de rétractation de 2 jours. Après les 15 jours maximum d'examen par le médecin, le patient aura encore 2 jours. Ces délais sont-ils suffisants? Enfin, vous semble juste pour évaluer une demande qui peut être ambivalente, qui peut évoluer? Et je répondrai que ces délais ont le mérite d'exister et d'être posés sur la table. Est-ce que ce sont les bons? Est-ce que dans les décrets d'application, il y aura encore peut-être on pourra les affiner encore? En tout cas, ils sont sur la table et c'est bien, c'est-à-dire que, vous l'avez bien compris, cette loi est à la fois une loi d'ouverture, une loi de fraternité à mes yeux, mais qu'elle a mis en place, et je soutiens un certain nombre de précautions, de façon à ce qu'on puisse avoir une évaluation
à court moyen terme. C'est un élément essentiel aussi. J'aurais souhaité qu'il soit d'ailleurs dans la loi complètement, c'est-à-dire qu'on inscrive qu'il y avait un processus d'évaluation sur nos pratiques qui vont être mises en place en France. Là, vous parlez du débat sur le contrôle, c'est Oui. ça, qui est plutôt un contrôle a posteriori, d'ailleurs, par une commission nationale de contrôle et d'évaluation. Pourquoi a posteriori, en quelques mots? Parce que c'est difficile avant. Il faut que le processus se mette en place. Mais si je Et peux me puis permettre, ensuite, c'est trop tard. et ensuite, on se rend compte quelles vont être les pratiques sur l'ensemble des territoires. Je rappelle que cette loi, elle va être sur l'ensemble de nos territoires, Mm. et y compris, par exemple, sur les territoires d'outre-mer. Donc tout ceci mérite, mais qu'on y mette un certain nombre de moyens. C'est-à-dire qu'avec une nouvelle loi, on soit capable, dans 2 ans, de dire voilà ce qui s'est passé. Et ça, c'est un point essentiel, qu'on ait une recherche active sur cette aide, sur cette fin de vie et sur l'aide active à mourir. Jean-François Delfraissy, vous restez avec nous. On vous retrouve après le journal de 8 heures, puisqu'il est 8 heures sur France Culture. Suite de ce grand entretien avec Jean-François Delfraissy, le président du comité consultatif national d'éthique. On évoque la loi sur le suicide assisté. A-t-elle trouvé le bon équilibre? C'est la question qu'on essaie de se poser. Suicide assisté, on n'a pas encore prononcé le mot, et c'est un choix différent du choix qui a été fait par plusieurs de nos voisins européens. Pourquoi ce choix? Parce qu'il faut le préciser, pour administrer la substance, il est prévu que ce soit le patient lui-même, s'il en est capable, mais c'est le choix premier, et avec la possibilité d'une euthanasie, même si là aussi il y a eu beaucoup de débats. Pour quelle raison ce suicide assisté? Ça relève de la même réflexion, c'est-à-dire que c'est un patient qui est conscient pleinement de sa demande, qui est conscient pour se l'administrer lui-même, sauf circonstances un peu exceptionnelles où il a été conscient pour le demander et où il s'est dégradé dans les quelques jours qui ont suivi sa demande, et là où il peut être donc assisté par une personne extérieure. Voilà, je pense que cette loi est à la fois une vision nouvelle, une approche qui est la demande d'un petit nombre de ses patients, et qu'à l'inverse, elle a mis en permanence un certain nombre de points d'attention pour ne pas évoluer sur à la fois des demandes qui seraient non justifiées ou qui seraient à la limite de la justification, et puis pour rester dans quelque chose qui est autour de la demande du patient lui-même. Hmm. Mais le geste lui-même, dans un moment qui est terrible, quand on entendait tout à l'heure Anne Bert, il y a une question d'humanité qui peut aussi interroger, et qui, dans ce moment-là, au moment de partir, il y a une forme de solitude dans le fait de dire bah, faites le geste vous-même. Oui, je ne crois pas qu'il y ait de vraies bonnes solutions, parce qu'inversement, le confier, comme dans d'autres pays, à une équipe médicale est resté dans le médical. Mais Après tout, est-ce que c'est pas je pense qu'il faut qu'il y ait, et c'est ce qui va se passer. Il y aura une demande d'un patient conscient, un patient qui pourra s'injecter lui-même, et qui sera entouré, entre guillemets, hein, et c'est ça qui est fondamental, hein. Et puis ensuite, on va regarder comment les choses se passent. C'est une loi qui est une loi prudente, hein, et je pense que c'est bien qu'elle soit prudente. Hmm. Alors évidemment, la clause de conscience du médecin est dans la loi. Oui. Le médecin peut refuser d'assister le patient. Le médecin que vous êtes, vous, intimement, il considère qu'abréger les souffrances insupportables, ça fait partie du serment d'Hippocrate, d'une certaine façon, de l'engagement à accompagner un malade? Oui, on entend, vous savez, ces deux visions, hein, d'une part du serment d'Hippocrate, en disant que la médecine est là pour soigner et non pas pour donner la mort. Et Mm. ça a été donné beaucoup comme argument de la part d'un certain nombre de soignants, en particulier des soins palliatifs. Et de l'autre côté, je pense, enfin, que les 20-30 dernières années ont bien montré que fondamentalement, la maladie appartient au patient et pas à la médecine. À la médecine au sens très large du terme. Nous, médecins, nous sommes là pour accompagner, y compris
accompagner nos patients, y compris dans des demandes qui sont humainement compréhensibles et qui peuvent nous interpeller. Mais on est là pour les aider. Donc c'est là ma réponse, c'est de dire que dans ce rôle de médecin et dans ce dialogue médecin-patient, eh bien, nous sommes aussi là pour les accompagner dans des demandes qui sont parfois complexes, mais terriblement humaines. Vous parliez tout à l'heure des jeunes générations de médecins qui avancent peut-être un peu plus vite que les plus anciens sur ce sujet-là. Est-ce que les plus anciens ont évolué au fil des 4 ans de débat? En fait, ce que je voulais dire avec les médecins la jeune génération, c'est qu'ils ont vécu avec les lois, alors que notre génération, au même âge, était La loi sans loi. Claes-Noëti, vous voulez dire? Et donc, d'abord, il y a la loi Kouchner, Oui. qui fondamentalement établit cette relation patient-médecin. Puis ensuite, on a la loi. On rappelle juste la loi Kouchner un peu. La loi Kouchner enfin, il y a eu 2 lois Kouchner, mais fondamentalement, c'est de mettre dans le soin le patient au cœur du débat, au centre du débat, et de ne pas laisser ça finalement à l'ensemble de l'entourage médical. Hein. C'est le respect des droits du patient dans l'ensemble de ses droits et qui abordait déjà certains aspects autour de la fin de vie. Puis ensuite, on a la loi Leonetti, puis ensuite la loi Claes-Leonetti de 2016, qui était déjà avec des avancées, entre guillemets, ou des possibilités... Qui autorise la sédation profonde. La sédation profonde et continue, qui était pour des patients qui étaient avec un pronostic réservé à court terme, et où donc... qui répondait déjà à un certain nombre de questions qui se posaient, mais qui ne répondaient pas complètement à ce qu'apporte cette nouvelle loi autour de l'aide active à mourir. Donc, cette jeune génération de médecins, et maintenant nous répond en disant, voilà, vous nous avez mis des lois, donc on attend ce qu'il y aura dans la loi. C'était ça mon message. Alors que ma génération était sans loi. Donc on était plus habitué, je dirais, à prendre un certain nombre de décisions difficiles, parce qu'il n'y avait pas d'entourage juridique. Maintenant, on s'est mis dans un entourage juridique. Je pense qu'on a eu raison, hein, mais c'est vrai que ça change quand même fondamentalement les choses. Et donc, la jeune génération de médecins, je les entends bien, hein, moi, dans mon ancien service, ils disent, on attend la nouvelle loi sur la fin de vie. C'est désormais un droit. Je crois comprendre dans vos auditions à l'Assemblée et autres que vous auriez penché pour que ce soit une possibilité. Je veux bien que vous explicitiez cette nuance-là. Qu'est-ce que ça change? Alors, le droit, c'est finalement un droit qui est accordé, entre guillemets, qui est juridiquement, et puis c'est un droit qu'a la possibilité d'avoir le citoyen, de pouvoir demander une aide active à mourir. La notion de possibilité, c'est une possibilité qui est offerte. Alors, on rentre là dans un débat un peu complexe, qui est de dire, est-ce que notre société doit continuer à avoir finalement être construite autour des droits individuels des citoyens, ou au contraire, ce qui est important, c'est quelle est la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de demandes. Et la différence, elle est le fait que le droit des citoyens est quelque chose de très fondamental. Je l'explicitais tout à l'heure en disant, voilà, c'est la liberté individuelle, mais qui est très à l'anglo-saxonne. Elle pousse aussi, et ça peut être sur la fin de vie, c'est sur d'autres sujets, à avoir une vision de dire j'ai droit à, j'ai droit à, j'ai droit à. Et finalement, est-ce que c'est une évolution qu'on souhaite? Parce que de l'autre côté, il faut insister sur cet aspect de solidarité, et de solidarité vis-à-vis en particulier des patients les plus fragiles, qui est pas un droit, là, qui est un devoir. Hein. Et donc, voilà, dans la loi initiale, qui avait été portée par le gouvernement, était plutôt évoquée la notion d'une possibilité qui est offerte aux patients, au petit nombre de patients qui le demandent. Voilà, mais c'est une vision personnelle, et finalement, voilà, avec la loi, ils ont bien droit à accès à cette aide active à mourir. Le droit cadre les choses. Le droit cadre les choses. Après, et c'est normal, et je l'évoquais en particulier pour ces jeunes médecins. À l'inverse, le droit aussi donne une sorte de... Ensuite,
ça dépasse le problème de l'aide active à mourir, mais sur un certain nombre, par exemple, de problèmes de santé, j'ai droit à telle chose, j'ai droit à telle chose. Mais en l'espèce, est-ce que ça s'y prête réellement? Enfin, et est-ce que cette crainte est fondée? Non, Encore une fois, en l'occurrence, ça on ne peut change difficilement rien. imaginer une Non, non, revendication dans ce cadre-là, vous voyez? ça ne change rien. Voilà, ce qui est Et à important, l'inverse, ça c'est garantit qu'il y ait à un la droit. fois Ouais. le droit Mm. et la possibilité pour un certain nombre de patients d'avoir accès à cette aide active à mourir. Mm. Le grand enjeu que vous avez d'ailleurs développé aussi dans les auditions que vous avez faites à l'Assemblée, c'était en 2024, au moment de l'avis du comité consultatif, c'est de garantir les deux grandes valeurs éthiques. On l'a très rapidement effleuré, mais je voudrais qu'on y revienne. La liberté individuelle et la solidarité de la société. Est-ce que réellement on peut garantir les deux? Non, mais on peut souhaiter les conserver. Et je pense que voilà, l'évolution, il y a une évolution de la société qui pousse, dans une certaine mesure, à aller vers de plus en plus une vision à l'anglo-saxonne de liberté individuelle, où la liberté individuelle trône par rapport à une vision plus collective. C'est vrai sur beaucoup de sujets, mais je pense que le domaine de la santé est un des sujets sur lesquels c'est le plus visible, le plus Mm. compréhensible. Et certains disent, voilà, nos citoyens français vont devenir de plus en plus égoïstes, vont avoir une vision de plus en plus personnelle, et s'appuyant justement sur cette notion de j'ai droit à, c'est inscrit dans la loi. Et de l'autre côté, on a cette vision de solidarité vis-à-vis des personnes les plus fragiles. Et quand on évoque les patients les plus fragiles, on pense souvent aux personnes les plus âgées. En fait, en fin de vie, on est tous fragiles, quelle que soit notre position sociale, notre âge. La médecine conduit à des situations de fragilité qui, en laissant un certain nombre de patients dans des conditions médicales complexes, et donc dans un état de grande fragilité, à la fois personnelle ou vis-à-vis de la famille. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent que là aussi, il faut garder une ligne de crête, que chacun d'entre nous avons envie d'être égoïstes et nous avons envie de penser à nous. Et c'est très bien Mm. d'être, moi le premier, entre guillemets. Mais je pense aussi, contrairement à d'autres, que, en particulier parmi les jeunes, il reste cette vision de solidarité qui existe et que notre modèle français de démocratie, en tout cas, repose sur cet ajustement entre la vision individuelle et une vision plus collective. Et je pense que l'enjeu de notre future démocratie en France, elle repose bien sur ces deux grandes questions. Je me trompe ou j'ai le sentiment que le débat de ces 4 dernières années n'a pas fondamentalement changé les positions des uns et des autres sur cet enfin sur ce sujet des deux d'équilibre entre la liberté individuelle et la solidarité de la société. Il y en a quand même un certain nombre, par exemple, et ça m'intéresse de savoir ce que vous répondez aux gens qui vous disent qu'une demande d'aide à mourir, elle peut pas être considérée comme pleinement libre lorsque la personne se sent isolée, dépendante, et comme une charge pour ses proches. Non, je pense que la question n'est pas seulement vis-à-vis des charges, vis-à-vis de ses proches. Elle touche à une autre question aussi, une autre grande valeur éthique qui est la dignité. Mmh. Et où un certain nombre de patients qui se savent atteints d'une maladie incurable, qui se sont connus dans un mode de raisonnement par rapport et dans un mode de vie par rapport à la fois à leur famille, à leurs proches, et qui se voient avec une forme de dégradation qu'ils savent irréversible, au nom de leur propre dignité, souhaitent, voilà, qu'à un moment donné, après avoir bien réfléchi, pouvoir avoir accès à cette aide active à mourir. Donc, voilà, on est bien là dans une vision à la fois individuelle, mais qui s'appuie aussi sur cette vision de dignité et de vision de sa propre fin de vie par rapport aux autres. Mmh. Et c'est ça qu'il faut respecter. Une fois de plus, sur ce sujet qui est intime, qui est terriblement humain, personne n'a tort, personne n'a raison. Hein. C'est pas une victoire, la loi de hier. Hein. C'est quelque chose qui, avec prudence, essaie, sur une ligne de crête, difficile à trouver, de répondre
à la question d'un certain nombre et au questionnement d'un certain nombre de nos citoyens. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité pour aborder ce sujet très difficile. Et ça me fait penser que on a tous observé la sobriété avec laquelle Yael Braun-Pivet a annoncé Mmh. le résultat du vote. Si on repense à la constitutionnalisation de l'IVG, où elle avait ajouté quelques mots de satisfaction très clairs, là on est resté dans un cadre très, voilà, très, très soft et respectueux finalement des Des avis des uns positions et des diverses. positions des uns et des autres qui sont assez partagées. Mais, Hein. mais, mais c'est d'ailleurs bien que, moi, vous savez que quand on a sorti notre avis du Comité national d'éthique il y a maintenant 4 ans, y compris au sein du comité, il y avait une position minoritaire. Hein, et je trouve j'ai ça extrêmement sain que sur un sujet aussi complexe, le comité est censé, dans une certaine mesure, capter la vision de la société. Il n'y ait pas une unanimité pour aller vers une évolution. Ça vous avait surpris ça? Enfin, je veux dire, vous l'aviez elle n'a pas été composée, pour ce sujet-là uniquement. Enfin, le comité d'éthique, le comité consultatif d'éthique n'a pas été composé pour ce sujet-là, mais vous dites l'équilibre était, en défaveur du droit à l'aide à mourir? Non, pas du tout. Pardon, je vous ai Non, mal non. compris. Le comité, la position du Comité national d'éthique était en faveur d'une évolution possible. Mais il y avait une position minoritaire qui, elle, souhaitait ne pas aller plus loin et s'arrêter à ce qu'était l'autre pendant. Et on n'a pas suffisamment insisté jusqu'à maintenant dans notre discussion sur le pendant de l'aide, enfin des soins palliatifs. Hein, J'allais y venir. et qui est un point essentiel parce que cette loi et cette vision de l'aide active à mourir ne peut exister, ne peut exister réellement que si elle s'appuie sur un système de soins palliatifs qui est amélioré, Cette ce qui va être ambition-là le cas. cette ambition-là de départ, elle est respectée, dans ce qui a été voté? Alors, moi, à titre personnel, je trouvais que c'était la logique d'une seule loi, comme était la loi qui était portée par le gouvernement à l'époque, où il y avait 2 piliers, un pilier autour de l'aide active à mourir et un pilier sur l'amélioration des soins palliatifs, avait quelque chose de logique. Bon, pour des raisons diverses, ça a été séparé. Ce que je vois maintenant, la loi sur les soins Politique palliatifs essentiellement, a été votée au mois de mai. Il y a eu beaucoup de discussions. On le sait, une partie des soignants de soins palliatifs ne sont pas en faveur actuellement de la loi sur l'aide active à mourir. Il y a eu, mais dans le même temps, je constate qu'il y a une amélioration budgétaire, par exemple, très importante sur les soins palliatifs, qu'il n'aurait probablement pas eu dans d'autres circonstances. Hein. On double presque la mise, pas tout à fait, mais on passe de 1,6 milliard à 2,7 milliards d'euros dans un contexte économique qui est difficile, et en particulier dans le domaine de la santé, donc avec une priorité majeure sur les soins palliatifs, et qui est nécessaire. L'aide active à mourir ne peut se concevoir et la réponse ne peut être donnée à un patient que s'il a pu avoir accès d'abord aux soins palliatifs et que ce n'est pas un échec, entre guillemets, de quelqu'un qui n'aurait pas pu avoir accès aux soins palliatifs et qui demanderait dans ces conditions l'aide active à mourir. Non, c'est pas ça du tout. Mmh. C'est quelqu'un qui a pu avoir Argument accès que développe, et voilà, un certain nombre d'opposants, hein, il de va plus loin. ouais. Voilà. Aujourd'hui, enfin, il y a dans tous les départements en France une offre de soins palliatifs, qu'elle soit mobile, qu'elle soit fixe. Est-ce qu'il reste des zones? La réponse est oui. Quand on entend, par exemple, qu'il y a une vingtaine de départements qui n'ont pas de soins palliatifs, c'est faux. Ici, ils n'ont pas d'unité de soins palliatifs, mais dans tous les départements français, il y a des lits de soins palliatifs, y compris en Guyane, y compris à Mayotte. Par contre, il y a des améliorations qui sont à faire. Je dirais, alors c'est du domaine véritablement des soignants des soins palliatifs. Je dirais 3 points là-dessus. Le premier, c'est ce dont on manque beaucoup, c'est des unités mobiles pour aider la fin de vie, en particulier dans les EHPAD, où on a pratiquement 35% des décès qui surviennent dans les EHPAD. Améliorer aussi et tenter de revenir à un tout petit peu plus de décès en milieu familial. Ce qui est possible, en particulier dans les territoires où parfois les logements sont un peu plus grands qu'en région parisienne, par exemple. Hein. Et c'est là le point essentiel. C'est-à-dire qu'on mette les moyens, non pas uniquement sur les structures, mais sur les hommes et les femmes qui vont aider. Mais les gens des soins palliatifs en ont pleinement conscience. Le deuxième élément, c'est qu'il y a
il faut qu'on remette cette communauté des soins palliatifs au sein même, je dirais, de notre communauté médicale. On les a mis probablement un peu à côté. Il faut qu'on les retrouve. Il faut qu'on se retrouve ensemble avec l'ensemble des équipes. Et puis le troisième point, qui est également important, c'est que on mette en avant la culture palliative Mmh. et une réflexion autour de ce qu'est notre fin de vie. Notre société actuelle essaie d'oublier cette partie de fin de vie, essaie d'oublier la mort dans une certaine mesure. Elle est toujours là et elle sera toujours là. Plus de culture autour du soin palliatif C'est et en très particulier chez nos jeunes soignants. c'est très clair. Merci beaucoup Jean-François Delfrécy, président du comité consultatif national d'éthique. Vous finissez votre mandat en fin d'année, je sais, et quelqu'un viendra prendre la suite, me disiez-vous. Merci beaucoup. 8h40 sur France